En tout cas, oui, bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bouteiller, ravi de vous voir ce matin, si nombreux. Et on invite Insaf Ben Saoud de Le Bon Coin, Mélanie Toutou de Magnite, Sylvain Bernard de Microsoft et François-Xavier Préau d'Outbrain à nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements. On va démarrer peut-être par un premier tour de présentation. Insaf, Programmatic Supervisor chez Le Bon Coin. Est-ce qu'on peut peut-être rapidement présenter votre groupe et puis peut-être ce que pèse le Programmatic au sein du Bon Coin? Oui. Donc, bonjour à tous. Le Bon Coin, c'est le spécialiste de la petite annonce. C'est également un acteur majeur de l'économie circulaire. Hop, on se déplace. Donc, le programmatique chez Le Bon Coin pèse pour 40% des total revenus advertising. Et donc, au sein du Bon Coin, je suis chargée de l'encadrement des équipes programmatiques et de la monétisation des inventaires. Très bien, merci pour cette présentation et merci de nous accueillir évidemment dans vos superbes locaux parisiens. Mélanie, également un petit mot sur Magnite. Alors vous êtes un pur player du programmatique, mais peut-être présenter également quelques chiffres de votre activité sur le marché français. Bonjour à tous. Donc en effet, Magnite est une SSP globale et indépendante. Donc on est présent dans énormément de pays du monde. Je vais pas tous les citer. Au niveau des chiffres, malheureusement, je vais pas spécialement pouvoir en partager beaucoup. Mais aujourd'hui, on s'est quand même beaucoup développé en omnicanal, notamment sur la streaming TV / CTV. Ça dépend un peu comment on en parlera plus tard. Ce qui fait qu'en effet, on peut couvrir tous les formats et tous les devices aujourd'hui disponibles, donc le display, l'audio, la native, vidéo, etc. Merci. À votre gauche, Sylvain, bonjour de Microsoft. Alors Microsoft, un groupe évidemment très diversifié, mais vous êtes là pour nous parler de vos activités dans la publicité et notamment de votre plateforme DSP. On peut donner quelques indications également? Bonjour. Je crois que... fallait que ça arrive à quelqu'un. Donc Sylvain Bernard. Donc effectivement, je travaille chez Microsoft Advertising, plus particulièrement sur la partie AdTech. Donc feu Xandr, feu AppNexus. Donc je pense que vous avez pu suivre le rachat de Xandr il y a bientôt 2 ans par Microsoft. Et donc Microsoft se développe, on va dire fortement sur la partie AdTech maintenant, qui était un peu la grosse brique qui leur manquait pour compléter l'activité historique, donc plutôt la partie search. Et donc moi plus particulièrement, je travaille sur les sujets Microsoft Monetize, qui est donc le stack publicitaire vraiment sell-side, SSP et ad server. Très bien. Et notre 4e speaker, François-Xavier Préau, General Manager Southern Europe et LATAM, je crois, pour Outbrain, un spécialiste, évidemment, l'un des grands spécialistes du native advertising. Voilà, c'est une très bonne... bonjour, merci de m'accueillir. C'est une très bonne introduction. Quelques chiffres peut-être sur votre activité, notamment sur le marché français? Non, peu de chiffres, mais je suis là aussi pour... Je demande toujours, je tente ma chance sur un moment d'égarement. On est une société cotée au Nasdaq depuis 2 ans désormais, donc nos chiffres sont publics. Et je suis là aussi pour représenter du coup Zemonta, donc, qui a été évoqué à plusieurs reprises ici, qui est notre DSP propriétaire, qui est la DSP du marché, plutôt pas mal installée. En tout cas, qui est en train de bien s'installer, dédié à l'engagement utilisateur, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Très bien, alors on vient d'assister à la présentation de ce rapport, beaucoup de chiffres, bravo à ces auteurs. Peut-être qu'on peut faire un premier bilan. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce rapport? Quels sont les grands chiffres que vous souhaitez mettre en avant? Ce qu'on retient, c'est un format qui est en progression. Donc le native, c'est un format qu'on connaît assez bien chez Le Bon Coin parce que c'est un format qui est très orienté perf et qui est très apprécié de nos annonceurs parce qu'il va permettre de driver du trafic et surtout du trafic qualifié. Et quand on parle de performance, on parle de productivité et la productivité, c'est sur l'open. Donc c'est un format qui est majoritairement acheté en open sur 2023 et c'est totalement cohérent avec ce qu'on constate également chez nous. Très bien. Mélanie, également, un premier commentaire sur les grands chiffres du baromètre du programmatique de cette année? Alors oui, donc je pense qu'il n'y a pas trop de surprise sur le fait que l'open est un peu en baisse et le display aussi. Après, on est quand même loin de la mort du display et de l'open. Donc ça dépend un petit peu en fait des problématiques. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'il y a des formats qui étaient un peu émergents comme l'audio il y a quelques années qui performent vraiment très bien. On a l'émergence aussi de la CTV, de la streaming vidéo, mais on en reparlera sans doute un petit peu après.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi de nouvelles façons d'acheter de l'inventaire. Donc, en effet, l'open perd un peu de la vitesse, mais on voit qu'il y a les curated deals qui, eux, sortent un peu du lot. Donc, pour il y a une sorte de spécialisation un peu par format. Oui, en effet, donc on l'a vu dans le baromètre, c'est le display aussi qui ressort pas mal sur les curated deals. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on l'a dit, les curated deals, ça fonctionne comme de l'open. Donc pour un publisher, il n'y a pas non plus on reste sur de la compétition, donc ça favorise le yield. Et pour un acheteur, ça lui permet en effet de mieux entre guillemets acheter cet inventaire et de pouvoir aussi le choisir. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'il y a aussi des nouvelles manières d'acheter. Le PG est aussi en progression, sans doute un peu plus sur la vidéo que sur d'autres formats, parce qu'il y a aussi une logique de livraison et donc c'est un peu plus sécure pour une agence ou un annonceur de passer par le PG. Donc c'est quand même assez positif. Donc oui, il y a un ralentissement du display de l'open, mais voilà, ça donne de belles perspectives en tout cas sur la manière d'acheter et la manière de valoriser l'inventaire aussi pour les publishers. Sylvain, on a vu donc ce matin beaucoup de chiffres. Ce serait quoi les chiffres que vous avez retenus, que vous souhaitez remettre en avant? Nous, chez Microsoft, Mélanie vient de parler de la curation. Chez Microsoft, on aime la curation. C'est quelque chose qu'on a lancé fin 2019, début 2020, donc ça a déjà 4 ans. Donc c'est pas quelque chose de totalement nouveau pour nous. Et ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'années chez nous à développer ça, parce que c'était à l'époque une idée de Brian O'Kelly, qui a quitté la société en 2018. Donc c'est vraiment un sujet qui est ancien, parce qu'on a dû revoir toute l'infrastructure de la techno pour pouvoir faire fonctionner ça correctement. Et donc de mémoire, plus 33% de croissance sur la partie curation. Donc c'est quelque chose qui continue à grossir, et ça a créé vraiment un nouveau marché, parce que la quasi-totalité des acteurs tech aujourd'hui ont sorti depuis un produit similaire. Donc voilà, ça c'est quelque chose, je pense, qu'on va continuer à voir l'année prochaine en termes de croissance. Je ne serais pas étonné. Ensuite, pour revenir sur le native, nous, ce qu'on a toujours remarqué, c'est que voilà, c'est assez logique. Le native, c'est quelque chose plutôt axé performance, et donc beaucoup d'open auction, versus de la vidéo, c'est beaucoup plus de branding. On le revoit d'ailleurs un petit peu sur les annonceurs qui font, par exemple, du native, beaucoup de telco, parce que le telco, le but, c'est de déclencher une conversion, un abonnement. Donc, pas de surprise à ce niveau-là. Et après, la CTV, on va en reparler un petit peu après, mais c'est un sujet qui commence à être vraiment très intéressant sur le marché français. On en reparle dans un instant. François-Xavier, déjà une réaction sur ces grands chiffres, les grandes tendances? Moi, un chiffre que je retiens, c'est le plus 10% sur le native advertising, évidemment. Ça ne m'étonne pas. Ça veut dire qu'on a fait une bonne année, donc bravo. On est content. Ce que je retiens également, et pardon, je parle encore de moi, c'est la belle progression de Zemonta. Zemonta qui reste modeste, mais qui en tout cas intègre le top 10 des DSP français. C'était loin d'être le cas il y a quelques années. Et installer un DSP sur un marché, c'est jamais évident, donc on est quand même plutôt satisfait. Ensuite, au-delà de l'aspect pur natif, moi ce que je retiens, c'est cet aspect macro. Les annonceurs recherchent toujours plus de performance, et ça s'accompagne certainement d'une forme de remise en question du haut de funnel, du display, de la vidéo, qui est aussi, la vidéo est flat, en fait, on en parle assez peu, mais c'est quand même notable, plus 1%, c'est flat. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas vu ça. C'est très cohérent avec le rapport du V-Série qu'on a vu cette semaine également. Et en fait, les annonceurs, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent, à cause de la crise, mais pas que, je pense que c'est aussi un événement durable, ils veulent de la performance, de l'engagement utilisateur, parce que leurs budgets sont de plus en plus rationalisés. Et on assiste à un mouvement de fond qui fait aussi les belles faire du social et d'autres. S'ils étaient dans ce baromètre, s'ils étaient achetés en programmatique, on verrait exactement les mêmes trends. Alors, on va faire un tour de table justement un petit peu sur les nouvelles frontières du marché. On avait ces nouveaux slides sur le mobile, sur les applications. On commence aussi beaucoup à parler de vidéo, de Connected TV. INSAF, pour vous, c'est évidemment les nouvelles frontières à conquérir aussi pour Le Bon Coin, ces écrans? Oui, c'est des généralités, peut-être pour le mobile, oui. C'est déjà le cas chez nous. Ce qu'on constate, c'est qu'on a une bascule de nos utilisateurs desktop vers le mobile et l'application plus particulièrement. Aujourd'hui, on a 60% de nos utilisateurs qui sont sur l'application. Donc, vous êtes app first. Exactement. Merci de le souligner. Donc aujourd'hui, on en a même 30% dans les 60% qui vont uniquement utiliser l'application et rien d'autre. Donc ça vient nous challenger sur la partie format à développer. D'un autre côté, on a des utilisateurs qui sont très engagés auprès du Bon Coin et qui vont nous faire remonter le moindre problème qu'ils vont rencontrer sur l'application. Donc, on est très attentif au format qu'on développe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un outil groupe qui s'appelle Liberty, qui vient un petit peu nous faciliter la vie, qui nous permet de faire des A/B tests assez simplement et rapidement, et qui va prendre en compte l'impact CA, mais surtout
l'impact sur l'expérience utilisateur, donc avant déploiement d'un nouveau format. Mélanie, ces nouvelles frontières, le mobile, la télé connectée, c'est aussi des sujets sur lesquels vous travaillez évidemment chez Magnite. Tout à fait. Donc, en effet, sur la France, on est un peu plus en retard, on va dire, sur la streaming vidéo que nos chers amis américains, évidemment. Mais c'est vrai que cette année, on a eu quand même énormément d'annonces. TF1+, il y a M6 qui devrait aussi communiquer bientôt. Il y a les grosses annonces d'Amazon, il y a Netflix, Disney+. Donc c'est vrai qu'il y a quand même eu un beau mouvement de ce côté-là. On va peut-être pas s'enflammer tout de suite à dire que ça va être l'année de la CTV, mais en tout cas, c'est en bonne perspective. On peut verra. le lancer, hein, On peut le dire, ça pourrait être un running gag si jamais c'est pas le cas sur les prochaines années. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment de belle perspective. Donc c'est vrai que on parle de Connected TV. Moi, je vais peut-être un peu plus parler de streaming vidéo parce qu'en soi, la Connected TV, c'est juste entre guillemets un device en plus qui est pour le coup un des plus beaux écrans qu'on peut avoir en matière de publicité. Et on se rend compte qu'il y a aussi un dynamisme de la part des publishers où aujourd'hui, on va pas seulement retrouver, par exemple, juste du replay, mais on a vraiment une création de contenu, ce qui est aussi un peu le cas, entre guillemets, sur l'audio, où il y a vraiment de la création avec la partie podcast. Et surtout, en fait, ce qui va être important et déterminant, je pense, c'est l'évolution aussi des outils de mesure sur tout ce qui va être streaming vidéo. On en reparlera aussi. En effet, qui va permettre en effet l'essor et le développement. Donc, je pense que en tout cas, et côté publisher, et côté agence et annonceur, ça peut être une année, un support intéressant. Sylvain, vous partagez, j'imagine, cette analyse. Hein, la Connected TV, c'est l'une des nouvelles frontières sur lesquelles le groupe travaille. Oui, alors pareil, je ne sais pas si on va dire que c'est l'année de la CTV. On a eu le droit à c'est l'année du mobile pendant des années. On dit décennie du mobile maintenant pour être plus large. On peut dire que le 2020, c'est la décennie de la Connected TV. Ce qu'on remarque sur le marché français, c'est qu'on pense qu'il y a une différence de maturité d'au moins 3 ans, voire 4 ans entre le marché américain et le marché français. On aime se comparer, regarder ce qui se passe chez nos amis américains. Mais là, je pense que vraiment, il y a un vrai changement. Le vrai changement au niveau local, c'est vraiment le lancement de TF1+, TF1+, il y a quelques semaines, parce que pour la première fois, du contenu de TF1 va être disponible sur téléconnecté sans passer par les set-top box des opérateurs. Et ça, c'est un vrai changement en termes publicitaires. Sachant que c'est un petit peu la continuité de lancement de Netflix fin 2022, Disney l'année dernière, Prime qui arrive cette année. Netflix, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, lors de leur earning calls, ils partagent le nombre d'abonnés pubés donc, tous les trimestres. Donc là, c'est 24 millions au niveau global. Pas de chiffre à communiquer au niveau français. Bon, on commence à avoir des très très gros volumes. Ça commence à être intéressant, effectivement. Et ça va faire converger ces deux écosystèmes. Les annonceurs de la télé vont aller dans le digital, ceux du digital vont aller sur la télé. C'est ce qu'on commence à voir clairement. Et voilà, encore une fois, l'inventaire de TF1 va apporter un volume assez conséquent sur le marché. Et je pense que 2024, il va avoir des vrais changements côté annonceur à ce niveau-là. François-Xavier, le mobile, c'est aussi un sujet important pour vous, quand on fait du natif? Oui, bien sûr. Nous, l'immense majorité de nos inventaires sont mobiles maintenant. Enfin, le mobile est très adapté à l'engagement utilisateur. C'est prouvé. Je dirais d'ailleurs que nous, ce qu'on constate aussi, parce qu'on est aussi une boîte américaine, je constate aussi quand même que les Français, on est quand même pas mal en avance sur de nombreux sujets. Donc, je voulais faire un tout petit peu de cocorico. Parce que je le constate, nous, en tant qu'entité française d'une boîte américaine, on est souvent en avance sur pas mal de choses. Donc, c'est quand même assez notable. Donc, on est un marché quand même très intéressant, le marché français. Et sur le mobile, oui, bien sûr. Après, moi, je reste toujours un peu perplexe. La réalité, c'est que les annonceurs aujourd'hui sont toujours prêts à payer beaucoup plus cher les inventaires desktop que les inventaires mobiles. Et que le mobile reste aujourd'hui une énorme opportunité pour l'annonceur qui arrive à mettre en place une stratégie ad hoc avec notamment un sujet qui est important, qui est le sujet de la mesure. Nous, on voit encore quand même beaucoup d'annonceurs qui n'y sont pas de façon surprenante et qui continuent à se battre pas mal sur le desktop. Avant de parler de la mesure, avec un paradoxe, un mobile web qui est peut-être un petit peu moins cher que le desktop, mais par contre, l'environnement in-app, lui, est un peu plus valorisé. C'est vrai, un peu plus valorisé, mais parfois plus difficile encore à mesurer pour les annonceurs. Donc, je crois que ça va faire un rebond sur la question. François-Xavier veut tout à fait parler de mesure. INSAF, effectivement, rentre dans un environnement un peu plus compliqué. Il y a cette fameuse Privacy Sandbox qui arrive cette année. Est-ce que ça va un peu compliquer ce marché du programmatique, compliquer le ciblage et compliquer la mesure? Alors, on a tous paniqué au début.
Maintenant, on a tous repris nos esprits, on a trouvé des solutions, du moins des pistes. Donc, côté Le Bon Coin, l'objectif, c'est surtout de maximiser le reach. C'est pour ça qu'on a déjà intégré plusieurs solutions, ID5, ATS de LiveRamp, et puis en cours de discussion sur pas mal de solutions à intégrer. Et Google Pair en cours de signature également chez nous. L'enjeu pour nous, c'est en tant que publisher, à un moment donné, d'avoir un socle commun, de permettre à l'acheteur de pouvoir faire une reconnaissance cross-domaine. Et puis, dans un monde sans cookie tiers, ça ouvre aussi la possibilité à d'autres possibilités de ciblage. Et nous, ça va remettre au centre la data first de Le Bon Coin. On savait déjà que c'était une mine d'or, mais là, on espère justement en tirer de la valeur. Et aujourd'hui, on a 80% de nos utilisateurs qui sont logués. Donc, c'est un vrai avantage pour nous. Et puis, d'un autre côté, on a 76 catégories et sous-catégories qui sont extrêmement détaillées. Et à cela s'ajoutent nos filtres disponibles sur les catégories. Je pense notamment à la catégorie auto, où on pourra aller faire de l'ultra contextualisé avec une recherche, par exemple, sur l'auto, donc par modèle, par marque, sur l'année. C'est moi, désolée. Par année, et puis par type de carburant, etc. Très bien, donc une fin des cookies tiers qui ne vous inquiète plus, qui va permettre de revaloriser notamment les données first party. Mélanie, également, un commentaire sur cette Privacy Sandbox qui arrive. Alors, je dirais de manière globale, ça va être plus la fin des cookies tiers de manière un peu plus générale. Après, on avait tous paniqué au moment de GDPR, donc j'ai envie d'être positive. On est une industrie qui panique régulièrement. À dire que de manière globale, dans tous les cas, il y a quand même beaucoup de solutions aujourd'hui. On a vu l'émergence des ID tiers. Il y a le contextuel qui revient aussi beaucoup. On avait peut-être un peu tendance à l'oublier. C'est vrai que par exemple, sur l'environnement streaming vidéo, on est quand même plus sur du contextuel. Donc, c'est un environnement qui continuera, lui, dans tous les cas, à évoluer sans ça. J'ai envie d'être sur une note positive et évidemment il y a la first party data des publishers, ce qui fait qu'aujourd'hui je pense que les publishers ont beaucoup de solutions pour pallier à ça. Donc il y a certains publishers qui n'ont pas de first party data, ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de monétiser leur inventaire, ils vont juste peut-être plus basculer sur le contextuel ou les ID. Ceux qui ont de la first party data par exemple comme Le Bon Coin, évidemment eux vont avoir tout intérêt à capitaliser dessus. Après, pour les acheteurs, ça va être aussi une autre manière d'acheter. Je pense que de manière globale, les changements, on en a toujours un peu peur. Après, ça va dans le sens un peu de notre industrie au global. Il y a toujours eu des changements. C'est pas plus mal. Ça permet d'être un peu plus agile, de s'adapter, d'être un peu créatif. Il y a quand même beaucoup de techno aujourd'hui, beaucoup de solutions. Donc, on va être positif. On verra bien comment ça se passera à la fin de l'année, mais je pense qu'il y a peu de raisons qu'on n'arrive pas à faire continuer ce beau marché de la pub. Sylvain, un commentaire. D'ailleurs, en Connected TV, il n'y a pas de Privacy Sandbox, tout va bien. Alors, Connected TV, ça passe pas par le navigateur, mais il peut avoir des problèmes aussi similaires parce qu'on devient dépendant du constructeur de la télé. Il y a certains constructeurs qui, par exemple, ne passent pas le device ID aux éditeurs. Donc, il peut avoir quand même des problématiques un petit peu similaires. Mais pour rebondir sur la Privacy Sandbox, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler cette année. Je pense que j'ai rarement vu et entendu autant de débats houleux sur ça, si vous suivez un petit peu l'actualité ces dernières semaines. Donc, on va clairement pas s'ennuyer cette année. Après, il faut quand même rappeler qu'au niveau des navigateurs, donc la part de marché de Chrome en France, c'est autour de 57%, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a quand même déjà 43% du marché qui bloque pour la plupart les cookies tiers par défaut, et c'est pas nouveau. Firefox, Safari, c'est depuis fin 2019, si je dis pas de bêtises. Donc, ça fait plus de 4 ans que c'est bloqué. On remarque quand même un petit peu d'attentisme du côté des acheteurs, même s'il y a pas mal de tests qui ont été mis en place. Alors, ça avait réduit la valeur des inventaires iOS, cette coupure des cookies. Est-ce que ça aura la même impact sur Chrome ? On espère tous que non, mais c'est compliqué de prédire. Mais si on compare quand on a vu sur les slides précédemment, la part des investissements de Safari sur mobile web, alors que Safari est majoritaire en termes d'usage, il y a clairement un problème de valeur à ce niveau-là. Très bien. François-Xavier, également une réaction ? Oui. Pour nous, tout d'abord, à Brain, on est cookie first. On est un des derniers partenaires de l'open web qui a la chance d'avoir son JavaScript installé en dur sur les pages, ce qui fait qu'on n'est pas du tout dépendant des cookies tiers, donc ça ne nous fait pas peur. Ensuite, je citerai nos ingénieurs qui voyaient le cookie
comme un bloqueur à l'innovation et qui donc sont extrêmement excités parce que avec la disparition du cookie, ça permet, et on le voit déjà sur le marché, de développer plein de nouvelles méthodes de ciblage, notamment grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des réflexes contextuels et bien d'autres. Donc en fait, nous, on voit vraiment ça comme une opportunité. Puis enfin, je vous donne un exemple. Zemanta, une des grandes valeurs de Zemanta, c'est d'être connecté à Google Analytics. Et c'est ce qu'aiment beaucoup pas mal d'annonceurs, et de pouvoir optimiser ses campagnes sur la base de GA en temps réel. Donc ça, c'est, je pense, une opportunité claire, par exemple. Donc l'inquiétude pour vous non plus? Non. De toute façon, faut pas trop s'inquiéter dans notre marché, parce que sinon, on dort plus après. Hein. Très bien. On va faire un avant-dernier tour de table tous ensemble pour parler d'une tendance qui est presque sociétale. Hein. C'est évidemment toutes les questions liées au développement durable et la montée en puissance des bilans carbone. Est-ce que INSAF, les annonceurs aujourd'hui sont sensibles à ces questions? Est-ce que voilà, ça a un impact significatif sur votre stratégie, sur votre stack AdTech chez Le Bon Coin? Alors, c'est un sujet qui revient à tous les rendez-vous en ce début d'année, et c'était déjà le cas l'année dernière. Nous, on fournit déjà dans les bilans de nos campagnes programmatiques garanties et preferred les bilans carbone. On travaille sur des sujets de bit throttling, et on travaille déjà sur ces sujets-là bien avant les sujets RSE. On travaille sur le fait de cleaner nos ad serveurs et de ne pas conserver les campagnes de manière illimitée. Et puis on est Le Bon Coin. Et, oui, c'est de l'économie circulaire. Exactement, je l'ai dit en introduction. Donc on a un rôle sociétal et on doit faire au mieux pour coller aux enjeux environnementaux parce que ça nous tient au cœur. D'accord, donc déjà beaucoup d'initiatives de la part de Le Bon Coin. Mélanie, même question. Les questions de carbone, ça commence à devenir évidemment central pour le marché. Alors oui, donc en termes de techno, j'allais dire pur et dur, en effet, on a des algos de bit throttling aussi pour justement filtrer tout ce trafic qu'on peut recevoir et qu'on a peu de chance, en tout cas, de monétiser. Donc ça, c'est vraiment sur la techno pure. Si on regarde côté publisher, il y a eu quand même un gros clean aussi des ads.txt cette année. Tout n'est pas parfait, on ne va pas se mentir. Mais en tout cas, il y a eu un gros effort de fait sur ce point-là, ce qui est plutôt positif. On voit certaines tendances aussi chez les publishers à limiter le nombre de partenaires, ou en tout cas à faire des choix, à arbitrer sur quel partenaire, via quelle intégration, parce que c'est vrai que si, mine de rien, on commence à regarder les intégrations header bidding, client-side, server-side, TAM, hobby, multiplié par le nombre de partenaires, ça fait beaucoup d'appels pour une seule impression. Et après, en fait, on a aussi l'enjeu de l'autre côté, parce qu'au côté Magnite, on parle aussi beaucoup aux agences et aux annonceurs, et on a quand même eu beaucoup de demandes cette année de plus en plus pour avoir justement des packages ou des listes d'inventaire avec des publishers justement qui avaient des bons scores. Donc, on va s'appuyer évidemment sur des partenaires tels que Scope3 ou Gainbids, par exemple. Mais c'est vrai que c'est une question qui... Il y a eu des actions côté publisher et c'est une question qui est revenue beaucoup aussi côté acheteur. Sylvain, même sentiment? Oui, ça s'est vraiment ressenti depuis, même avant 2023, dans des appels d'offres, que ce soit acheteur ou éditeur. La partie RSE ressort, il y a beaucoup de questions sur ça. On pouvait retrouver ces questions un peu plus, enfin quelques années auparavant, mais elles n'étaient pas vraiment regardées honnêtement. Là aujourd'hui, c'est vraiment regardé par les cellules achats des différents acteurs. Et après, sur la partie vraiment pure prog, donc je confirme ce qu'a dit Mélanie, il y a clairement eu un nettoyage du nombre de lignes dans les fichiers TXT des éditeurs l'année dernière, en tout cas chez les régies les plus premium. Mais c'est en partie et en grande partie dû au fait qu'il y a des acteurs comme justement Scope3 qui se basent énormément sur le nombre de lignes pour juger j'allais dire de la qualité, mais en tout cas ils donnent une notation domaine par domaine et ça se base beaucoup sur ça. J'aimerais quand même rebondir sur une des slides sur la hausse des solutions server-side de Prebid. Malheureusement, c'est aussi dû au fait que les éditeurs ont continué à beaucoup dupliquer les requêtes sur le marché. C'est quelque chose qui n'est pas forcément beaucoup visible pour un acheteur, par exemple, mais c'est quelque chose qui a continué en 2023. Donc, il y a une hausse du nombre de requêtes créées sur le marché l'année dernière. C'est pour ça que tous les acteurs ont dû mettre en place des solutions de bit throttling. François-Xavier, un commentaire également là-dessus? Oui, nous on est d'assez faibles consommateurs de carbone parce qu'on drop juste un
tout petit JavaScript, donc on a toujours été assez faible pollueur d'une manière générale. Néanmoins, on fait quand même beaucoup de choses. Par exemple, on a mis en place du lazy loading pour diviser par deux presque nos impressions et donc consommer 2 fois moins. C'est quand même pas anodin. On se met en conformité, on signe des partenariats avec des tiers du marché comme Cedara récemment. Après, moi, ce que je constate quand même, c'est que en 2024, pour une fois de plus, les annonceurs ont des budgets qui sont réduits, ils sont à la recherche de toujours plus de performance, et entre l'empreinte carbone et la performance, leur cœur ne balance pas longtemps quand même, vont plutôt vers la performance. Ce que je trouve en revanche très intéressant, c'est quand les deux mondes se rejoignent. Et par exemple, on n'a pas du tout parlé de l'attention, qui est en train, je pense, de chambouler un peu le monde de la publicité, le monde du haut de funnel, le monde de la vidéo. Or, l'attention, qu'est-ce que c'est? C'est acheter plus qualitatif, et au final, plus efficace. Et donc, si demain l'attention devient un KPI clé pour tous les annonceurs, il y a fort à parier que leur empreinte carbone va être bien meilleure et que ça va aussi participer à assainir un peu le marché. Donc, moi, je crois plus en ça. Comme des questions environnementales? Non, mais je crois, j'y crois, mais quand il faut être réaliste et pragmatique. En tout cas, c'est aussi un KPI à avoir. Exactement, en tête. c'est quand les deux mondes s'associent, c'est là où ça fonctionne, je pense. Très bien, je vais vous demander à tous les quatre un mot de conclusion. Hein. Le thème de la table ronde, c'était est-ce que c'est une maturité ou une transformation du marché du programme INSAF? Ça serait quoi votre sentiment? Il est clair qu'on est face à un tournant important de notre industrie. On a eu pas mal de frayeurs, mais je crois qu'on est tous plus ou moins prêts, même s'il reste quelques zones d'ombre concernant notamment la privacy sandbox. Et puis justement, ça va laisser place peut-être à un nouveau monde publicitaire avec des nouveaux KPI. Et puis on va y aller tous joyeusement. Et puis on fera le bilan l'année prochaine. Merci. On invite évidemment tout le monde à se renseigner sur les solutions publicitaires du Bon Coin. Mélanie, un mot de conclusion? Moi, je vais être aussi assez positive. En effet, ça va être vraiment une transformation. Il y a quand même beaucoup de changements entre le DSA, la fin des cookies tiers, etc., etc. Mais il y a quand même beaucoup de belles perspectives. On a quand même les JO qui vont arriver cet été. Il y a l'Euro de foot aussi un petit peu avant. Donc, je pense qu'avec l'émergence de nouveaux formats comme la streaming vidéo, l'utilisation aussi la possibilité, on va dire, plutôt pour les marques de pouvoir communiquer avec leurs audiences sur toute leur journée entre le mobile, la TV connectée, le desktop à la maison, le desktop au travail. Je pense qu'il y a quand même de belles histoires à raconter, donc on va être positif et en effet on se reverra l'année prochaine pour voir si en effet c'était une belle année positive. Et n'hésitez pas à contacter Magnite pour raconter de belles histoires. Sylvain, le mot de conclusion? Pour répondre à la question maturité ou transformation, réponse un peu bateau, je dirais les deux, clairement. Mais on est quand même arrivé à un niveau de complexité sur le marché qui est complètement incroyable. Je pense que ça a vraiment démarré par le header bidding qui a beaucoup complexifié les stacks des éditeurs. Et on a eu un enchaînement d'année en année, le RGPD en 2018, toujours sur la partie privacy, le DSA cette année. La privacy sandbox, la fin des cookies tiers, on ne s'ennuie pas. Je sais pas s'il y a des étudiants qui nous regardent, mais on est dans un secteur d'activité qui est quand même, on va dire, intellectuellement assez sain. Surtout dans une position comme moi, quand on travaille dans une boîte à tech qui en plus fait un peu tout, parce qu'on est une boîte à outils qui fait un petit peu tout. On est dans une boîte on s'occupe de la tuyauterie. Et c'est ultra intéressant au quotidien de devoir gérer ces sujets très complexes. Très bien. Et n'hésitez pas non plus à contacter Microsoft pour découvrir ces solutions publicitaires. François-Xavier, le mot de la fin. Oui, merci de me donner le mot de la fin. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'il y a de moins en moins d'intrusion publicitaire et de plus en plus d'engagement utilisateur. C'est ça qui a fait la force des GAFA ces dernières années. Et l'intrusion publicitaire n'est bonne pour personne. Et je pense que c'est en train probablement d'être remise en question. Et c'est très certainement salutaire pour le marché de l'open web notamment. Et on invite également tout le monde à découvrir les solutions publicitaires de Outbrain. Merci à tous les quatre. Mon mot de conclusion, la seule certitude, c'est le changement. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce matin. Bonne fin de matinée.